Salut ma populace préférée, je vous retrouve pour vous donner mes meilleurs conseils après avoir voyagé dans 16 villes différentes toute seule et avoir fait 3 interrails toute seule aussi. Sans plus tarder, commençons cette vidéo où je vous donne mes 10 meilleurs conseils pour partir seule ou bien en interrail ou les deux. Pour ce premier conseil, ce qui est important de savoir, c'est qu'un interrail, ce qui prend le plus de temps à organiser, c'est souvent le avant pour pouvoir profiter du après. J'ai l'impression que les personnes ont tendance à sous-estimer la charge que c'est d'organiser un voyage comme ça, mais c'est pour la bonne cause. Donc déjà, premièrement, pour un interrail, il faut commencer à avoir l'idée d'un trajet. J'ai eu beaucoup de fois cette question par rapport à quel parcours faire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est aller soit sur le site Interrail qui vous propose déjà des parcours, ou bien même sur des blogs, regarder des vlogs de personnes qui en ont déjà fait. Ça peut vous inspirer. Par rapport aussi à comparer des prix, parce que déjà c'est assez long quand on va dans une seule ville. Imaginez en enchaîner plusieurs à la suite, tous les hébergements, la nourriture, etc. Donc vraiment c'est long. Je me répète, mais vraiment pour vous aider, allez sur des blogs, allez sur le site Interrail pour vous inspirer. Et sinon, je vous donne quelques applications qui peuvent vous être utiles, que je vous conseille de télécharger avant de partir en voyage. Comme ça, vous êtes sûr déjà niveau stockage d'être tranquille et puis pas d'utiliser votre 4G à l'étranger. Je vous conseillerais de prendre l'application pour le train. Donc par exemple, télécharger l'application SNCF si vous allez en France, Renfe si vous allez en Espagne, etc. Parce que c'est beaucoup plus simple que de passer par des sites internet ou d'autres applications qui sont pas les applications officielles, du genre pour voir si votre train est annulé. Ensuite, moi, la grande partie de mes billets, maintenant, je les prends via Trainline. C'est pas du tout une sponsor, mais je trouve que c'est pratique parce que vraiment, vous pouvez prendre des billets un peu partout dans le monde sans vous trop vous préoccuper, et puis souvent c'est des assez bons prix. Ensuite, Citymapper, c'est une application qui va automatiquement vous mettre les moyens de transport dans la ville où vous êtes. Donc vraiment, chaque ville qui a sa base de données là-dedans, vous aurez directement tous les moyens de transport, combien ça vous coûtera, est-ce qu'il vaut mieux prendre le métro, le bus, la trottinette électrique, bref, il y a un milliard de propositions et c'est hyper utile. Et aussi, je vous conseille d'utiliser Tricount si vous voulez suivre un peu où vous en êtes dans votre budget. En parlant du budget, pour moi, c'est vraiment une des choses essentielles à prendre le temps de préparer et d'y réfléchir. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de fixer un budget idéal et un budget maximum. Donc, dans le sens où est-ce que je peux aller grand max si j'ai un problème, si je veux me faire plaisir, si finalement je veux changer de trajet, etc. Donc, vraiment, ayez une sorte de minimum et maximum. Bon, après, si vous avez fait dans tout le minimum, c'est pas grave, hein. Comme ça, vous êtes sûr que si vous avez un pépin, vous êtes tranquille. Ça vous fera pas un gouffre non plus financièrement. Ce qui peut vous aider pour les budgets, c'est à nouveau d'aller voir les blogs. Par exemple, sur les personnes qui font des sortes de posts sur le tourisme, souvent ils disent à peu près combien ça coûte par jour de être dans un endroit, que ce soit pour manger, se loger, se déplacer, et ça peut vous aider. Là par exemple pour l'Espagne, j'avais vu que c'était généralement 100 € par jour, et puis même par exemple là c'était 100 €, moi j'ai fini mon voyage avec à peu près 78 € par jour pour 13 jours, donc voilà, tout compris évidemment. Et aussi par exemple si vous prévoyez 100 € par jour, c'est pas parce que peut-être un jour vous allez gaspiller 150 € et l'autre jour vous allez gaspiller 50, hein. Le but c'est vraiment d'en faire une moyenne, mais ça peut vous aider à voir où vous en êtes. Typiquement, avoir un Tricount là-dessus, c'est hyper important parce que vous voyez où vous en êtes à peu près dans vos dépenses. Ensuite, pour faire des économies, je vous conseille de faire un maximum à pied. Déjà, c'est beaucoup plus agréable de connaître une ville en marchant dedans plutôt qu'en prenant des bus, des métros, etc. Je vous conseillerais aussi de cuisiner parfois vous-même à votre auberge, par exemple, donc que ce soit même un plat de pâtes, etc. Ça vous fait aussi économiser des frais, surtout que moi, j'avais déjà pu tester en Italie de manger presque uniquement en restaurant et c'était pas très agréable parce que souvent, les restaurants, c'est hyper gras. Finalement, je préférais presque la salade du supermarché parfois que vraiment le plat du restaurant. Aussi, il y a des musées parfois qui sont gratuits à certains jours, donc ça aussi, renseignez-vous par rapport à quelles sont vos priorités dans vos voyages. Et évidemment, je vous conseillerais plus de voyager en semaine et hors saison. Si vous avez la possibilité, vous gagnerez beaucoup d'argent, je vous l'assure. Et ensuite, je vous dirais que comment vous faites pour calibrer, dites-vous quelle est votre priorité. Est-ce que votre priorité, c'est de très bien manger? Est-ce que c'est plutôt de faire plein de visites culturelles? Par exemple, si vous voulez faire beaucoup de musées, je vous conseillerais peut-être de réduire le coût au niveau de transport, alimentaire, ou bien si vous voulez toujours être bien logé, peut-être prévoir de faire plutôt des activités gratuites à côté. Ça, c'est un des trucs les plus importants et j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi pour des voyages solitaires. Les hostels, c'est vraiment le cheat code d'un voyage. Quand j'étais partie en Italie toute seule, j'ai fait beaucoup en Airbnb, en tout cas seule. Et en fait, du coup, j'ai assez mal vécu ce voyage au niveau de la solitude parce qu'en fait, j'étais constamment toute seule, en sachant que certains hostels aussi proposent des chambres privées. En vrai, l'hostel, il n'y a que des points positifs à ça. Ça peut vous sembler un peu bizarre de dormir avec des personnes, mais au final, on s'y habitue très vite et souvent, c'est
très confortables. Hein. Si vous les choisissez bien, s'il vous plaît, mettez quand même un petit peu de budget, mais parfois des hostels coûtent vraiment pas cher et sont très qualitatifs, donc regardez au maximum les avis. Donc vraiment, aller dans les hostels, ça vous fait avoir des très belles rencontres, ça vous fait avoir un peu une sorte de réseau international. Moi, ça m'est déjà arrivé de revoir des personnes ou de recontacter des personnes que j'ai croisées dans mes voyages dans les hostels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hostels, c'est beaucoup moins cher que des Airbnb, des hôtels, etc. Parfois, vous avez même des repas qui sont offerts. Par exemple le petit déjeuner ou le repas du soir. Et vous avez même des réductions dans les lieux. Là, si je vous donne un exemple récent, quand j'étais à Madrid, en fait, on avait le droit à des passes pour les boîtes de nuit le soir. Du coup, on ne payait pas. Aussi, très bon point des hostels, c'est que souvent les employés, c'est des locaux qui sont très sociables. C'est les meilleurs pour vous donner des bonnes adresses. Pour savoir où faut aller, quand faut aller, où il faut aller manger, où c'est le meilleur spot pour aller voir le coucher du soleil et ce genre de trucs. Donc vraiment, c'est les personnes qui seront le mieux vous conseiller généralement. Et n'hésitez pas à leur demander des conseils. Généralement, ils le font d'eux-mêmes, de vous proposer des choses au check-in, mais on sait jamais, peut-être qu'ils oublient. Pour trouver et réserver des hostels, moi je vous conseillerais de passer par exemple par Booking ou Hostel World, mais essayez de voir après s'il y a un site internet officiel, parce que souvent ça coûte moins cher de passer par le site internet, le vrai de l'hostel, parce qu'il n'y a pas les taxes de Booking, etc. Pour les voyages, un des trucs les plus importants finalement, c'est les moyens de transport. Alors, on m'avait posé la question il y a 3 ans, parce que cette vidéo évidemment vient compléter celle que j'ai faite il y a 3 ans. On m'avait demandé est-ce que ça vaut ou pas le coup de prendre un pass Interrail. Ma réponse a un peu changé. En fait, ça va dépendre beaucoup de comment vous pensez voyager et quel pays vous allez aller. Là, par exemple, pour l'Italie, c'était beaucoup moins cher que je prenne les billets directement. Et là, par exemple, pour l'Espagne, c'était beaucoup moins cher que je passe directement par les vrais billets espagnols que par un pass Interrail. Donc voilà. Après, ça peut être super chouette si vous partez par exemple 3 mois et vous êtes en libre, en impro complet, de vous dire je vais prendre le pass et comme ça, quoi qu'il arrive pendant 3 mois, je peux prendre tous les billets. N'oubliez pas que vous avez souvent des frais de réservation de place. Donc c'est vrai que ça peut être une partie longue de vraiment comparer les prix. Je vous conseille vraiment, mais ça c'est si vous voulez prévoir votre voyage à l'avance de ce que vous allez faire. Donc il n'y a que vous qui pourra savoir si le pass vaut le coup ou pas. Ensuite, ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait, j'oublie beaucoup, mais il y a beaucoup de voyageurs que j'ai croisés qui le font. N'hésitez pas à prendre un logement pendant plusieurs jours et en fait de prendre des cars pour aller visiter des villes à côté. Par exemple, quand j'étais allée à Bruxelles, j'avais rencontré une Portugaise qui en fait logeait à Bruxelles tous les soirs. Mais en fait, elle a fait tout le Benelux. Ça veut dire que le premier jour, elle a visité Bruxelles. Le deuxième, elle a pris un Flixbus pour aller à Amsterdam. Elle est revenue le soir. Et pareil, le lendemain, elle est allée à Luxembourg. Elle est revenue le soir. Et en fait, ces trajets-là souvent coûtent très peu cher, beaucoup moins cher que le train. Donc ça peut être hyper chouette pour être à moindre coût et de pas avoir ce problème de toujours trimballer son sac avec soi. Au moins là, il y a tous nos affaires dans le même hébergement qu'on garde pendant 3-4 jours. Mais nous, on va quand même aller visiter d'autres villes, surtout quand vous êtes dans des villes assez petites. C'est pas mal. Et négligez pas les petites villes qui se trouvent à côté de votre destination. Souvent, il y a des petites pépites un peu cachées, beaucoup moins connues, beaucoup moins touristiques et du coup encore plus agréables à découvrir. Et mon dernier point par rapport au transport, je vous conseille un maximum d'éviter de prendre les moyens de transport, même quand vous visitez une ville. Par exemple, si je prends Barcelone, il y a pas mal de choses à faire un peu partout dans Barcelone. Donc dites-vous, peut-être je prends une auberge au centre. Et ben en fait, le jour 1, je vais aller visiter plutôt le nord et le jour 2, je vais aller plutôt visiter le sud. Comme ça vous évite de devoir faire des grands trajets. Planifiez au niveau de vos activités, qu'elles soient assez proches dans un même cercle pour que ça soit pas trop une galère pour vous. C'est hyper important typiquement en Interrail parce qu'on est souvent en backpack et ne faites pas l'erreur de ne pas être en backpack pour l'Interrail. C'est hyper important d'être hyper confortable dans ses affaires avec ses bagages. Donc vraiment s'il vous plaît, voyagez léger. Il n'y a pas un consensus sur combien de kilos il faut prendre. Généralement c'est dit que notre sac doit faire un poids qui fait environ 15-20% de notre poids. Donc par exemple si vous faites 60 kg, il faudrait un sac qui fasse 12 kg grand maximum. Au niveau du sac, j'ai vu ce petit schéma. Généralement on met les choses lourdes assez proches du dos et après les choses les plus légères on les package plutôt sur le dessus, le dessous et puis le fond. Comme ça en fait c'est plus simple, vous êtes mieux appuyé, ça vous fait pas un énorme truc qui soit vous tape sur les hanches, soit vous tape sur les épaules ou bien vous fait un peu partir de derrière. C'est tout un micmac mais quand vous avez la bonne astuce, typiquement en ayant des compartiments pour les affaires, ça c'est génial pour bien s'organiser. Ensuite les autres essentiels, prenez un linge microfibre. Souvent, les hostels, s'ils vous proposent, ça va être de louer les serviettes. Donc, un linge microfibre, c'est pas très prenant, c'est pas très lourd. Prenez-en un. Prenez des très bonnes chaussures de marche parce que vous allez certainement beaucoup marcher. Oubliez le style. S'il vous plaît, pour vous enlever un stress, prenez un cadenas. Ça va être pour garder vos affaires dans les auberges sans être inquiet. Et prenez aussi une pharmacie. On espère que vous n'ayez jamais à l'utiliser, mais vous serez
très content de l'avoir sur vous. Du paracétamol, des pansements et des désinfectants, ça peut toujours vous servir. Moi, une fois, je m'étais coupée. Ben voilà. Aussi, je vous conseillerais d'avoir des tongs ou des schlaps pour vous balader dans l'auberge, pour pas être toujours avec vos baskets. J'ai mes notes qui sont là si vous demandez pourquoi mon regard il fait comme ça. Des boules caisses, surtout si vous avez un sommeil léger, un sac de course. Typiquement, si vous cuisinez directement à l'auberge. Et beaucoup de chaussettes, parce que comme vous allez beaucoup marcher, il faut entretenir vos petits pieds. Et vraiment, je me répète, n'ayez pas un sac trop lourd. Généralement, quand on part en valise avec des roulettes, on se dit, je mets plus, au pire des cas, voilà, j'ai en prévision. Ne faites pas ça parce qu'en fait, ce sac, vous allez le porter très souvent. Et n'oubliez pas, ça va être un peu votre maison, vous aurez toujours sur le dos. Donc, préservez votre corps. Vraiment. Très important pour moi, c'est une des choses que j'ai le plus appris après ces 3 années où j'ai commencé à voyager seule. Faites vraiment du slow travel. C'est tellement plus plaisant de voyager doucement que de vouloir tout enchaîner. Ce qui compte, c'est vraiment pas la destination, c'est le voyage. Donc essayez de prévoir des voyages plutôt courts. Parfois, en fait, il y a des petites villes auxquelles on s'y intéresserait pas et qui sont super cool, pas si loin que ça. Et en plus, je trouve que c'est 10 fois plus plaisant de prendre le train pour faire plusieurs destinations, faire une sorte de boucle, que prendre l'avion pour un week-end et revenir. Parce qu'en fait, quand vous prenez le temps de voyager, vous sentez vraiment que vous êtes en train de voyager. Et je trouve en fait, aussi cette sensation de sentir vraiment que tu voyages, ça te procure beaucoup de bonheur et de plaisir. Parce que tu profites vraiment que tu es en train de voyager. Par rapport vraiment aux gros trajets, je vous conseillerais toujours de prévoir les gros trajets les plus longs au début de votre voyage. Plus vous arrivez à la fin de voyage, plus prévoyez des voyages courts. Là, si je reprends l'exemple de l'Espagne, j'ai vraiment fait en une fois Genève-Barcelone, mais après le retour, j'ai vraiment prévu de m'arrêter. Donc j'ai fait Barcelone-Montpellier, je suis restée une nuit et je suis repartie parce qu'on se rend pas compte. Mais en fait, quand on voyage, surtout dans ces dynamiques-là, c'est très épuisant. Vraiment, on va au bout de nos limites sans s'en rendre compte parce qu'on est tellement dans la dynamique qu'on ne le voit pas. Une des erreurs que j'avais fait dans mon premier interrail, c'est que j'avais enchaîné 2 énormes voyages pour la fin. J'avais fait Berlin-Vienne, c'est généralement 8-10 heures de train. Et ensuite, j'avais fait Vienne-Genève pour rentrer chez moi. Et c'était 12 heures de train. Et j'ai pleuré en sortant du train tellement j'étais au bout mentalement, vraiment. En fait, au début du voyage, souvent, vous êtes un peu dans l'adrénaline, vous avez hâte, c'est le début, donc vous êtes trop content de partir. Mais souvent, quand vous êtes sur le point de rentrer, c'est pas hyper agréable comme sensation. Vraiment, les longs voyages pour le début. Et si vous avez des longs voyages à faire, faites une escale, arrêtez-vous quelque part une nuit et vous repartez le lendemain. Et concernant le slow travel, et ça va être un des trucs les plus importants que j'ai appris après 3 ans en voyageant seule, c'est ne faites pas toute la liste que vous avez prévue, vous aurez beaucoup plus de plaisir. Généralement, on se prépare tout un truc comme ça, on se dit je veux faire ça dans cette ville. Et en fait, on enchaîne toutes les activités et du coup, on n'a pas le temps de se poser, de se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre et de profiter du moment présent parce qu'on pense déjà à ce qu'on va faire après et ce qu'on a déjà fait. Donc vraiment, sélectionnez, faites-vous une liste de tout ce qu'il y a à voir, mais dites-vous, ok, ça c'est important, ça je veux absolument voir, ça c'est un bonus, en fait ça finalement ça m'intéresse pas trop, mais sait-on jamais si j'ai le temps, vous ne l'aurez pas. Et ça je vous le dis par expérience, au fur et à mesure des voyages, j'ai commencé à réduire les activités que j'avais prévues et en fait j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir en voyageant. Je vous le dis, c'est une promesse et c'est un des conseils les plus importants pour moi à retenir de cette vidéo. Vous aurez 10 fois plus d'épanouissement dans votre voyage en allant faire 2 activités dans la journée et en ayant marché 10 km que en marchant 30 km et en vous disant waouh, j'ai tout fait. Parce qu'en fait, vous vous rappellerez de rien, vous serez juste en stress. Vous ne vous rendrez pas compte, mais après coup, après le voyage, vous direz ouais, c'est cool, j'ai fait plein de kilomètres à pied, mais bon, à quel point j'ai profité. Je sais pas trop si ça vaut la peine. Donc vraiment, réduisez le nombre d'activités, vous verrez que ce sera plus agréable pour vous. Et puis en plus, souvent les voyages, c'est synonyme de vacances. Donc c'est bien aussi de préserver la petite tête. Et en parlant de garder la petite tête, s'il vous plaît, gardez des souvenirs de ce voyage, surtout si vous partez seul. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais vraiment, en fait, vous serez le seul garant de vos souvenirs. Donc, que ça soit des photos au téléphone, à l'argentique. Moi, je trouve que c'est hyper chouette de prendre un appareil photo jetable, par exemple, pour partir en voyage, parce que vous avez ce moment où vous allez développer vos photos, vous allez vous rappeler à nouveau tout ce que vous avez vécu, ce qu'il y a moins avec un smartphone ou avec une caméra digitale comme celle-ci. Une des meilleures manières, je trouve, de garder des souvenirs, c'est vraiment ayez un carnet de voyage. Je l'ai pas sur moi, là, à l'heure actuelle, mais en fait, vraiment, ce moment d'inscrire à l'écrit, moi, j'aime bien aussi faire des dessins avec. Déjà, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça, donc c'est des petits moments un peu de break dans votre voyage où vous dites ok, qu'est-ce que j'ai fait réellement, au-delà de juste prendre des photos, on va vraiment mettre des mots sur ce qui s'est passé,
sur peut-être des petits détails que je me rappellerai pour sûr pas, à part en relisant ce journal. Et ce carnet m'a beaucoup comblé mes moments de voyage en train, parce qu'en fait parfois je ne voyais même pas mon voyage passer, tellement ça prenait de temps et que je m'appliquais à faire tout ça. Et en plus ce truc, par exemple si tu écris une fois par jour, c'est un peu ce rituel qui peut aussi te permettre de peut-être t'apaiser si tout d'un coup tu as des montées d'anxiété. Ça peut arriver et quand on est seul, c'est plus difficile à gérer. Et ça peut être un petit moment de break. Ok, on va écrire un petit peu. C'est mon petit rituel de la journée, c'est sympa. Et ça, généralement, notre cerveau, il aime bien avoir des routines. N'oubliez pas que vous serez vraiment les seuls à avoir ces souvenirs. Donc chérissez-le et gardez vraiment des traces de tout ça. Un voyage sans stress est un voyage de palmarès. Vraiment, préservez-vous au maximum mentalement, surtout pour des voyages aussi intenses que voyager seul et en interrail. Faites tout le possible pour pas vous stresser. Évidemment, je vais vous donner des petits conseils de comment on fait pour être plus calme. Donc, typiquement, ne prenez pas d'objets de valeur, à part si c'est très important pour vous. Et dans ce cas-là, vous les avez absolument toujours sur vous et cachés. Par exemple, si vous avez besoin de regarder une adresse, moi je vous dirais, allez dans un magasin, regardez une adresse sur votre téléphone, vous le rangez, vous repartez. Déjà, on se rendra compte que vous n'avez pas un objet de valeur avec vous et que vous n'êtes pas une touriste. Ayez évidemment toujours un cadenas, grave erreur que je n'ai pas faite la première fois et fort heureusement, j'ai pas eu de problème, mais ayez-le parce qu'en fait, vous aurez le stress en moins, tout sera cadenassé. Après, des petits trucs comme ça, moi je vous conseille d'avoir 2 moyens de paiement et vraiment du cash et une carte. Et aussi par rapport au vol, ne montrez pas que vous avez de l'argent, vraiment, ayez une dégaine de plouc, hein. C'est ce qui vous préservera. Pour vous donner un exemple, et plutôt une banane Uniqlo qu'un sac Louis Vuitton. Voilà, comme ça, on vous laissera tranquille. Évidemment, si vous avez déjà vos villes en tête ou vos pays, regardez vraiment où c'est des safe places, surtout pour vous et moi les femmes. Pour moi, ça c'est élémentaire de vraiment se renseigner sur les zones qu'il ne faut pas traverser. Aussi, si vous avez la possibilité, faites-le, ayez un garant ou une garante de voyage. Moi, ce que je considère comme garant de voyage, c'est vraiment une personne à qui on va fournir toutes les informations essentielles pour qu'il puisse s'inquiéter si c'est un problème. Donc moi, par exemple, je vais faire vraiment une liste de toutes les adresses dans lesquelles je vais être, les jours où je vais être dans ces adresses-là, et je vais garantir d'envoyer toujours une photo à cette personne par jour pour être sûr que, en fait, il n'y a pas de problème. Une des choses qui me permet de moins stresser, et ça, il y a un peu de team sur l'Interrail, c'est moi, j'aime prévoir mes trajets. Certains vous diront, l'Interrail c'est cool de ne rien prévoir, comme ça si vous faites une bonne rencontre, vous pouvez vous suivre dans les voyages, etc. C'est vrai, là-dessus c'est vrai. Moi j'ai eu plusieurs fois où clairement, si j'avais voulu, il y avait des très bons matchs, j'aurais pu rester plus longtemps pour rester avec les gens avec qui je m'entendais très bien. Mais après, moi de mon côté, je préfère être sans stress, en anticipant mon budget, donc en anticipant mes jours de voyage et en anticipant déjà mes logements. J'ai déjà tout prévu, certes j'ai moins de flexibilité, même si quand vous voyagez seul, vous avez toujours une très grande flexibilité parce que en fait, la journée c'est vous qui décidez ce que vous faites. Donc il y a vraiment 2 teams, c'est à vous de savoir en fait vers où vous vous situez. Si vous, c'est pas du tout un stress d'être dans cet état d'esprit de vous dire je pars, je ne sais pas quand je rentre, je ne sais pas où je vais, faites-le. Moi personnellement, je ne suis pas une personne comme ça. Si vous partez seul en voyage, s'il vous plaît, acceptez la solitude, prenez-la à bras ouverts, enlacez-la cette solitude. Elle est souvent très bizarre parce qu'on peut se sentir seul chez soi, etc. Mais quand on est en voyage, c'est très perturbant, c'est très déstabilisant. Mais plus vous allez accepter que vous sentez ça, plus ça ira mieux. Vous allez vous rendre compte que voyager seul, typiquement pour les people pleasure, si vous savez pas ce que c'est un people pleasure, c'est le type de personne qui va souvent se mettre de côté pour penser d'abord aux autres et être sûr que les autres kiffent leur moment avant eux. Quand vous êtes seul, en fait, il n'y a que vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Et du coup, c'est hyper bien parce que ça vous permet de savoir en fait ce que vous aimez, quelles sont vos limites, où est-ce que vous sortez dans une zone de confort ou une zone d'inconfort. Et en fait, vous allez vraiment prendre le temps de vous comprendre. Au-delà du fait d'avoir du temps seul, en fait, vous allez vraiment organiser un voyage que en fonction de vous-même. Donc, vous allez aussi avoir beaucoup de réflexions sur soi. Le fait aussi de partir loin de chez soi, vous allez avoir beaucoup de réflexions sur ce qui se passe dans votre vie, certainement des questionnements sur votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, vos relations amicales. C'est sûr que vous allez avoir des réflexions. Il y a quand même une forte probabilité que peut-être un jour vous allez pleurer. Et c'est pas grave. Et ça arrive à beaucoup de monde, je vous l'assure. Si je vous mens pas, je crois que pour mes 3 interrails, j'ai à chaque fois pleuré au moins une fois. Voilà. C'est pas grave, hein, je me porte très bien. Et en plus, c'est une occasion en or de pouvoir faire le bilan d'où vous en êtes. C'est pour ça que prendre un carnet, c'est super chouette. Parce que vous pouvez noter vos réflexions et vous allez connaître la liberté en voyageant seul. Certes, il y a la solitude, mais je vous jure, j'en avais parlé la première fois que je suis partie en interrail de cette liberté. Je ne revis cette sensation que quand je pars seule. Profitez, vraiment, c'est incroyable. Par contre, je vais aller au contraire de ce que j'ai dit dans ma vidéo. Si vous sentez que vous êtes seul et vous avez besoin d'appeler quelqu'un, faites-le.
s'il vous plaît. Vous avez aussi complètement le droit de partir seul et d'être dans une optique de vous faire plein d'amis et de faire plein de rencontres. C'est aussi complètement logique. C'est pas du tout contradictoire. Dans ma tête, au début, je me disais c'est contradictoire parce qu'on voyage seul, c'est pour être seul. Non, non, pas du tout. Même souvent, quand on voyage seul, c'est le moment où on est le plus accompagné dans notre vie. Et en plus, aussi, parfois, on peut découvrir d'autres facettes de notre vie quand on parle avec d'autres gens qui sortent complètement de notre quotidien. Toutes ces rencontres que vous allez faire dans ces voyages sont très enrichissantes pour vous. Ah oui, on m'a fait la remarque et du coup, je vous le dis, si un jour quelqu'un malheureusement vous fait cette remarque, si vous n'êtes pas bien et vous voulez appeler un proche pour dire que vous êtes seul et que la personne vous dit mais t'es en voyage seul, je comprends pas, c'est le but, non, que tu restes seul, s'il vous plaît sortez ces personnes de votre vie. C'est complètement ok de sentir la solitude et de vouloir se raccrocher à quelque chose de notre quotidien, c'est complètement normal. Ne voyez pas le fait de sentir la solitude comme un échec du solo trip, ça fait partie complètement du solo trip de sentir cette sensation. Mais il n'y a que vous qui saurez comment la vivre au mieux, mais acceptez-la, c'est déjà la première étape pour n'importe qui. Et mon dernier conseil, c'est lâcher prise, prenez du plaisir. Ce voyage, vous le vivrez qu'une fois et chacun sera complètement différent. Ces voyages pourront avoir des imperfections et c'est complètement ok. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ou moins bons que les autres. Vous le sentirez à la fin de votre voyage en fait. Parfois, il y a des trucs qui jouent pas. C'est pas pour autant que vous avez passé un mauvais moment, au contraire. Et typiquement, dans le fait de lâcher prise, faites le deuil des activités que vous n'allez pas réussir à faire. Il y en aura. Faites rapidement le deuil, passez à autre chose. Parce que sinon, en fait, tout ça, ça va péjorer le reste de votre voyage. Donc, vous avez rien à gagner d'être dans cet état de « Ah, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Non. Et si je reviens au chapitre de la solitude pour vraiment lâcher prise, s'écouter, c'est la clé. C'est vous qui saurez ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin une après-midi de faire une giga sieste, au lieu d'aller faire le musée que vous avez prévu, faites votre giga sieste. Personne vous en voudra. La seule personne qui pourrait vous mettre la pression, c'est vous-même. Donc, ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression tout le temps. Voilà pour mes conseils. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Quel intérêt as-tu préféré et pourquoi? Il n'y a aucun doute, c'est le dernier. Je pense tout simplement que j'ai plus accroché à ce voyage parce que, en fait, j'ai appris plein de choses sur tous mes voyages seuls, toutes les villes que j'ai faites. Et du coup, en fait, là, c'est un peu, plus je voyage seul, plus je me rends compte de ce qu'il faut faire pour profiter de son voyage. Et là, par exemple, pour ce voyage en Espagne, je me suis beaucoup écoutée. J'ai réduit drastiquement ce que je voulais faire et en fait, j'ai pris 10 fois plus de plaisir. En plus, je pense qu'il y a aidé aussi, c'était qu'il faisait bon, il faisait chaud et la culture espagnole, j'adore parce que en fait, c'est vraiment la nourriture, la danse et tout. Enfin, j'étais en plein kiff pendant 2 semaines, quoi. Recommandes-tu les longues distances en train ou bien l'avion est plus avantageux? Moi, je dirais du coup non par rapport à tout le reste que je vous ai dit dans la vidéo. Pour moi, ce sera toujours mieux de privilégier les trains. Déjà, si on prend juste l'aspect écologique. Moi, il y a un seul cas où je trouve l'avion ok, c'est par exemple vous faites Paris jusqu'à Istanbul et vous faites plein de villes, ok, certes c'est un très long voyage de descendre jusqu'en Turquie, peut-être vous n'allez pas vous retaper exactement la même chose à l'inverse, donc vous prenez juste l'avion pour le retour. Non, mais moi j'aime trop les trains, donc voilà. Et bref, je vous renvoie au chapitre d'avant où vous comprendrez que vous avez beaucoup plus de plaisir à voyager en train qu'en avion. Qu'est-ce qui t'excite le plus à l'idée de planifier un interrail? En fait, l'interrail c'est vraiment ce côté où tu as plusieurs voyages en un. C'est trop cool parce que tu te lèves un matin et tu te dis ah là je prends le train et c'est pas pour rentrer chez moi, c'est encore pour découvrir un nouveau truc. Et c'est trop cool parce que moi je suis un peu parfois une indécise. Enfin, j'aime faire beaucoup de choses surtout et du coup l'interrail ça match très bien avec ma personnalité parce que du coup je peux enchaîner plusieurs trucs sans devoir faire à chaque fois des allers-retours. Là, tant qu'à faire une jolie boucle et après revenir chez moi, quoi. Selon toi, est-ce possible de se lancer seul dans un interrail sans avoir voyagé solo avant? Je vais répondre avec mon vécu. Oui, mon premier voyage solo, c'était un interrail. Vous avez documenté tout ça comme mes autres interrails. Et d'ailleurs, même cet interrail était clairement le plus gros de tout ce que j'ai fait par rapport aux distances parcourues. Donc oui, vous pouvez complètement organiser un interrail pour votre premier voyage solo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et regardez, je suis toujours là. Quelle ville, endroit tu recommanderais pour un premier voyage solo? Alors moi, je vous dirais aller dans une ville qui vous tente. Dans l'idée, je peux pas vous faire une liste. C'est hyper personnel. Peut-être pour certains, en fait, un premier voyage solo, ça doit être, je sais pas, 1 heure de train de chez vous. C'est déjà très bien, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Aller dans des villes, dans des pays qui vous tentent, qui vous attirent. À nouveau, vous êtes vraiment la seule personne à savoir ce qui vous fait le plus plaisir. Et après, faut se jeter un moment. On ne saura jamais si c'est la meilleure ville, mais en tout cas, ça en sera une. Mais je sais que cette réponse va pas plaire à certaines personnes, donc je vais vous donner les 4 villes que j'ai préféré faire seule. Donc il y a Vienne, Séville, Bordeaux et Barcelone. Et je vous déconseille, s'il vous plaît, d'aller à Toulon seul.
ne le faites pas. Ta plus grosse frayeur en solo trip? Alors j'en ai pas eu beaucoup. Quand j'ai reçu cette question, j'ai dû vraiment longtemps réfléchir. Mais une fois, j'ai fait une grosse erreur que généralement il ne faut pas faire. J'étais dans un endroit et puis j'ai commencé à papoter avec un inconnu et je lui ai dit que je voyageais seule. Ça c'est une grave erreur parce que en fait la personne sait que vous êtes seule. Pour votre sécurité, je dirais ne le dites jamais. Bon, les gens de votre hostel comprendront que vous êtes en voyage seul, donc c'est pas grave. Mais aux gens extérieurs, n'hésitez vraiment pas à dire ah là je suis en train de voyager avec des amis, ils sont juste voulu aller faire du shopping, mais moi je préférais faire un autre truc. Vraiment ne dites pas que vous êtes seul dans un endroit. Parce que j'ai dit ça et vraiment j'ai regretté 2 secondes après. Il s'est rien passé, fort heureusement, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que tu as quelque chose que tu redoutes quand tu pars seule? Moi à chaque fois que je suis partie seule, juste avant de partir, ou en organisant, je me dis toujours est-ce que je vais regretter le fait de partir seule? Et c'est la seule appréhension que j'ai, mais finalement en fait à chaque fois que je le fais, à la fin je me dis oui j'ai très bien fait et en fait tu te rappelles à quel point tu as du plaisir en le faisant, donc pour moi c'est ma plus grosse limite, mais généralement en fait à partir du moment où j'ai payé les trucs, t'es obligé de partir quoi. Quels sont les conseils en cas de baisse de morale? Que fais-tu quand tu as des moments où tu te sens seule en voyage? Je vais me répéter, mais vraiment écoute-toi, écoute ce qui tu penses qui te ferait le plus de bien. Est-ce que c'est d'aller dormir? Est-ce que c'est d'aller prendre un café? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un de ton entourage? Juste écoute-toi et fais la chose qui te semble le mieux à ce moment-là, mais vraiment accepte le fait que ça va pas. On a tendance à penser que quand on est en voyage, on doit être irréprochable et profiter à 100%. On reste humain quand on part en voyage et c'est normal d'avoir des coups de mou même quand on est en vacances. Et je pense qu'en plus vous aurez sans doute plus de coups de mou s'il y a plein de choses que vous avez essayé d'écarter dans votre vie et de pas y réfléchir. En fait quand vous allez être seul, ces trucs vous pourrez plus en fait ces trucs il n'y aura plus aucune barrière, vous n'aurez pas le travail, vous n'aurez pas je sais pas quoi pour vous dire ah ne réfléchis pas à ça. Et la dernière question c'est comment on passe le cap. En fait si tu te poses déjà la question, c'est que tu es déjà presque prêt ou prête à te lancer. Je pense que le seul frein que tu as à l'heure actuelle c'est d'avoir peur. En fait à partir du moment où tu passeras au-delà de tout ça, que tu commenceras à t'organiser et à te renseigner sur les lieux, que tu seras moins stressé, en fait tu passeras le cap. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour passer le cap, mais à partir du moment où ça te titille et que tu t'intéresses à ça et que t'es genre par exemple sur cette vidéo, c'est que le cap il est déjà presque passé quoi. T'as déjà un pied dedans, il faut juste que tu ramènes l'autre. Et voilà, j'en ai fini pour cette deuxième vidéo sur mes conseils de l'Interrail. N'hésitez pas si vous avez des questions encore à me les poser en commentaire ou en message privé, je me ferai une joie de vous aider dans vos voyages, même si c'est pas écrit agence touristique sur mon front, s'il vous plaît, certaines personnes ont tendance à l'oublier. Mais si vous venez avec beaucoup de gentillesse, vous inquiétez pas, je vous répondrai sans problème. Et du coup, je vous souhaite évidemment un bon voyage.